2025 avec du soleil, à 25 degrés, un humidex près de 30. Beaucoup de choses dans l'actualité locale, dans l'actualité nationale, mais il ne faut pas oublier l'international également. C'est un immense plaisir d'accueillir le chroniqueur Philippe Gauthier. Salut Philippe, comment vas-tu? Ça va très bien, Rémi. Super content de te parler et particulièrement parler d'Ukraine parce que même si pendant l'été, des fois les gens décrochent un peu, on regarde ça un peu moins, ça ne veut pas dire que la situation là-bas n'a pas évolué. Qu'est-ce qui a changé depuis le printemps dernier en Ukraine? Ouais. Ma dernière chronique avait eu lieu le 23 mai. À ce moment-là, il était beaucoup question de diplomatie. Tu avais tous les efforts du président Trump pour essayer de trouver une impossible réconciliation. En fait, j'avais averti que ces efforts diplomatiques-là donneraient rien. Et c'est essentiellement ce qui s'est passé. Mais il s'est passé aussi beaucoup de choses sur le plan strictement militaire et sur le plan de l'économie russe aussi, qui est en déclin très, très marqué. Fait qu'on va régler tout de suite la question de la diplomatie. Il y en a été beaucoup question dans les médias, fait que je vais résumer la situation très rapidement. Le problème, c'est qu'actuellement, comme avant, Poutine n'est pas du tout intéressé à faire la paix. Il n'y a aucun intérêt à le faire. En fait, il risquerait probablement de perdre la vie s'il faisait une paix qui n'a pas l'air d'une pleine victoire pour la Russie. Les Européens ont du mal à s'organiser pour faire face à la Russie et aussi à aider l'Ukraine. Et Trump a prouvé qu'il était un très mauvais négociateur. En gros, il n'y a plus d'influence sur la Russie parce qu'il a exclu d'emblée de mettre des sanctions. Et il n'y a plus d'influence sur l'Ukraine parce qu'il lui fournit plus d'armes. Donc, les Ukrainiens n'ont aucune vraie raison de l'écouter. En fait, l'Ukraine reçoit encore quelques armes américaines, mais ils ont soit été autorisés par Biden en 2024, l'année passée, ou ils sont payés par les Européens. Puis encore là, c'est pas trop clair. Les Américains n'ont pas l'air d'être très rapides sur les livraisons, même quand les armes sont payées. Alors, résultat de tout ça, les Ukrainiens ne doivent plus rien à personne. Ils mènent leur guerre absolument comme ils le veulent, et avec beaucoup de succès, parce qu'ils n'ont plus les mains liées par toutes sortes de directives qui venaient des États-Unis ou d'ailleurs. C'est la grosse différence avec le printemps dernier, en fait. Les Russes perdent massivement la guerre en ce moment. Parce que les Ukrainiens font très bien. Et quand je dis massivement, on commence à sentir une véritable inquiétude du côté russe. Je ne sais pas ce que les analystes américains peuvent dire sur les Russes, mais quand on lit les journaux russes, les blogs russes, on se rend compte que le ton a changé et qu'il est très pessimiste. Et c'est assez surprenant parce que justement, tu parles des grands titres, des médias. On parle plus souvent qu'autrement des avancées russes. Mais si c'est pas ça, grosso modo, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Ben, c'est ça, les avancées russes, on en parle beaucoup, même quand ils sont minuscules. Il y a eu un épisode cet été où les Russes avaient annoncé une victoire. Ils s'étaient emparés d'un village de 4 maisons. En fait, ce qui arrive, c'est que les Russes prennent du territoire assez insignifiant. Ils prennent des champs où les Ukrainiens les laissent avancer parce qu'au milieu des champs, ils sont exposés aux drones. Alors, ça augmente leur perte, en fait. Ils prennent des territoires qui ont du mal à tenir et qui leur coûtent très cher à tenir. Mais en gros, le printemps dernier, tout le monde parlait de la grande offensive d'été russe qui allait apparemment faire très, très mal à l'Ukraine. On ne savait pas comment l'Ukraine fait face. Il manquait de soldats, de matériel, tout ce que tu veux. En tout cas, c'est très pessimiste. Alors, l'été a commencé avec une grande offensive, je le dis entre guillemets, russe, qui a fini après 3 jours dans la région de Soumy, dans le nord du pays. Ils ont avancé de 5 ou 6 kilomètres qui ont été bloqués par les Ukrainiens. Et depuis la mi-août, à peu près, les Ukrainiens sont en train de contre-attaquer, lentement, progressivement, en isolant le front avec des drones, en empêchant les munitions d'arriver. Et ils ont repris déjà presque tout le territoire et ils menacent actuellement de rentrer en Russie une nouvelle fois. Aussi, on a annoncé pendant tout l'été la chute imminente de Pokrovsk, qui est une ville, supposément stratégique, elle n'est pas tant que ça, mais en tout cas, c'est une grande ville, c'est de la taille de Drummondville peut-être, qui était... écoute, on annonce la chute imminente de Pokrovsk depuis l'été de 2024. Et après plus d'1 an de chute imminente, la ville est toujours là, elle tient toujours, les Russes, il faut le dire, ils ont pris aucune ville importante depuis la chute d'Avdiivka qui a eu lieu en février 2024. Ça fait 1 an et demi que les Russes n'ont pas pris aucune ville importante. Et on parle encore des avancées russes. C'est assez curieux. Finalement, à mi-août, il y avait des troupes russes
qui ont enfoncé assez profondément, qui se sont enfoncés assez profondément en territoire ukrainien. Ils ont comme avancé de 20 kilomètres. Et là, dans certains milieux, c'était comme la panique. Ils disaient, bon, le front ukrainien est défoncé, l'Ukraine va tomber. Mais en fait, c'était des territoires encore, c'était des champs, il n'y avait pas de route. Les Russes n'étaient pas capables d'apporter des approvisionnements, des munitions, de la bouffe. Et ces troupes-là se sont retrouvées assez rapidement encerclées par une contre-attaque ukrainienne. Et les Russes ont essayé de les dégager en lançant d'autres contre-attaques, mais c'était un peu un piège. Ils se sont fait à leur tour exterminer par des drones avant de pouvoir venir en aide. Et la section qui essayait de venir en aide s'est faite encercler à son tour, donc ça s'est transformé en double encerclement. Et depuis quelques jours, on voit qu'il y a peut-être un triple encerclement. L'armée russe qui est dans ce secteur-là est tellement à court d'hommes qu'ils sont plus vraiment capables de se défendre. Alors, ils sont en train de perdre des milliers d'hommes prisonniers, tués, tout ça, et ça va vraiment pas bien. Et on entend très peu parler dans les médias. Les Ukrainiens ont dit en fait qu'ils avaient laissé les Russes avancer pour leur tendre un piège. Au début, tout le monde était un peu sceptique. Ils disaient ouais, vous essayez de masquer vos problèmes. Mais en fait, quand on voit comment ça va tourner, on se dit qu'ils avaient probablement dit la vérité là-dessus. C'est quand même assez intéressant de voir comment ça brasse présentement en Russie. Justement, tout étant interrelié, l'économie russe, comment ça se passe dans ce contexte-là? Ça se passe pas très bien. Ça se passe sur un contexte d'abord où le moral des Russes est très très bas. Les blogueurs militaires russes se plaignent que l'armée manque de tout, y compris d'hommes. En principe, le récit, c'est qu'ils ont des réserves d'hommes inépuisables, mais c'est pas ça qu'on voit sur le terrain. Actuellement, ils perdent des hommes plus vite qu'ils peuvent les renouveler. Et c'est aggravé par le fait qu'il y a de plus en plus de désertions. Ce qu'on voyait pas jusqu'à l'hiver dernier, les désertions étaient plutôt rares, et là, ça semble assez massif. L'économie elle-même, l'économie russe elle-même va très très mal. En juin dernier, déjà, Elvira Nabiulina, qui dirige la politique économique de la Russie et gouverneur de la Banque centrale, a annoncé dès le mois de juin que la Russie pouvait pas continuer la guerre très longtemps parce qu'on n'en avait plus les moyens. En gros, l'État russe n'a plus de réserve d'argent. Ils avaient commencé la guerre avec des grosses réserves d'argent qu'ils avaient mis de côté. Ça s'est évanoui, ça n'existe plus. Les revenus des impôts et des taxes sont en déroute actuellement, mais sont en chute libre très, très rapide. Les grandes banques sont au seuil de la faillite. Ils n'ont plus de liquidité, ils sont plus capables d'émettre des prêts, ils sont plus capables de se faire rembourser sur les prêts qu'ils ont fait. Ça va très, très mal. La grande industrie va très mal. Toute la grande industrie demande constamment de l'aide à l'État russe pour la sauver de la faillite, y compris l'industrie de l'acier. L'industrie de l'acier sur le bord de la faillite. Dans quel pays en guerre est-ce que l'industrie de l'acier n'est pas capable de vendre son stock? Ça, c'est signe que l'industrie militaire derrière est pas tellement capable de fournir non plus. De plus en plus, les entreprises russes sont incapables de payer leurs employés. C'est un truc qu'on voit tout le temps dans les journaux russes. Les employés ne sont pas payés des fois depuis 6 mois. Ils font la grève, on leur interdit de le faire. Et parce que plus personne n'a d'argent, les économies locales sont en déclin. Mais le pire peut-être en ce moment, c'est que les récoltes s'annoncent très, très mauvaises. Le prix des aliments va augmenter et il y a probablement une partie des Russes qui va souffrir de la faim cet hiver. On en est vraiment rendu là. Et est-ce que tout ça, c'est le résultat des sanctions économiques ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer à quel point ils sont dans la merde, je vais le dire comme ça? Ben, les sanctions économiques, en partie, on a beaucoup ri des sanctions parce que, bon, on avait peut-être promis trop au départ. Les sanctions, ça marche, mais à long terme, puis il faut les modifier constamment. Les sanctions, c'est une guerre en soi. Les pays européens les imposent. Les Russes trouvent des parades partielles. Les Européens réagissent le tir pour renforcer les sanctions. On prépare actuellement le 19e ronde de sanctions. Fait qu'on voit que c'est une guerre par elle-même. Mais il y a des raisons internes à la Russie aussi. Comme par exemple, une grande partie des infrastructures russes sont héritées de l'Union soviétique. Ils n'ont pas construit grand-chose depuis la chute de l'Union soviétique. Alors, toutes leurs infrastructures ont au moins 35 ans et ont été mal entretenues. Ils sont encore plus depuis que les gens qui les entretenaient se sont fait tuer à la guerre. Donc, il y a de plus en plus d'infrastructures qui ne fonctionnent plus. Notamment, il y aurait actuellement 300 000 wagons à l'arrêt parce qu'ils sont plus capables de rouler. Leurs roues sont usées.
Et il manque de locomotives aussi. Ça, c'est dramatique dans un pays où presque toute la logistique, presque tout le transport se fait par train parce que les routes sont pas bonnes, le pays est immense. Et le transport ferroviaire russe décline assez rapidement en ce moment, ce qui est un signe que, ça va pas bien dans le transport ferroviaire et ça peut pas aller bien dans le reste de l'économie parce qu'on n'est plus capable de transporter la marchandise. Euh, le pire problème actuellement, évidemment, ce sont les attaques de drones. C'est rien de nouveau. L'Ukraine en fait depuis 2023. Mais au départ, ils avaient un petit nombre de petits drones qui allaient pas très loin et qui portaient pas beaucoup d'explosifs. Depuis cet été, ce qu'on voit, c'est toute une nouvelle génération de drones qui sont plus gros, plus rapides, qui portent beaucoup plus d'explosifs, qui vont beaucoup plus loin. Récemment, depuis le mois d'août, ils ont même le nouveau missile Flamingo, le flamant rose, qui est assez ironique, qui va à 3000 km en portant 1150 kg d'explosifs. Ils sont en train de faire sauter toutes les raffineries de pétrole russes, les unes après les autres, plus leurs usines de munitions, plus du matériel ferroviaire, plus d'autres choses. Mais actuellement, la moitié des régions russes, à peu près, manquent de pétrole. Le prix s'est envolé. Il y a du rationnement dans plusieurs régions. Dans la région de Donetsk, actuellement, on ne peut plus se procurer de pétrole si on est un civil. Plus d'essence, plus de diesel, quel que soit le moyen. Et même l'armée a du mal à s'en procurer. Ça va vraiment pas bien. Mais Ouais, donc, juste pour se résumer, toute la Russie d'Europe est actuellement à la portée des Ukrainiens qui font sauter les ponts puis tout le reste. Donc, l'économie russe est en train de sombrer dans le chaos et très, très rapidement. Ça avait l'air encore assez lointain le printemps dernier, mais on voit que l'effondrement de l'économie russe est en train de s'effondrer, de s'accélérer et qu'ils n'auront plus les moyens financiers de supporter la guerre. Poutine lui-même a annoncé que le budget militaire russe serait réduit de 35% l'année prochaine. Fait qu'on ne sait pas comment ils peuvent continuer une guerre de haute intensité dans des conditions comme ça. Philippe Gauthier, quand je t'écoute, on dirait que la Russie en arrache pas mal, l'Ukraine s'en tire pas trop pire. Pourquoi on entend tout le temps dire que l'Ukraine, ça va pas bien, ils pourront jamais gagner? Ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça quand je t'écoute ce matin. Ouais, ça c'est curieux. C'est sûr que les médias sont beaucoup alignés sur Washington. Puis Washington, la présidence là-bas, a jamais voulu trop s'engager en Ukraine. Biden n'était pas optimiste, n'était pas très enthousiaste à soutenir l'Ukraine. Et Trump, évidemment, encore moins. Il les déteste sans vraiment oser l'avouer ouvertement. Alors, en fait, si on parle tant des mauvaises nouvelles pour les Ukrainiens et qu'on parle jamais des mauvaises nouvelles pour les Russes, qui sont pourtant beaucoup plus importantes, c'est en grande partie à cause des analystes militaires américains qui conseillent le président. Et là, je parle des firmes d'analystes privés, comme par exemple la Rand Corporation. Ils conseillent le gouvernement américain, mais en fait, c'est une firme privée. Et je pense que ce qui se passe, c'est que les analystes, bon, écoute, c'est une entreprise privée, ils sont en business, ils disent au gouvernement ce qu'ils veulent entendre. Alors, le gouvernement américain veut des prétextes pour pas trop s'engager. Alors, les analystes leur disent, ben écoutez, les Ukrainiens ont jamais eu la moindre chance, ça va pas très bien, leur pays est corrompu, blablabla. Les Russes sont invincibles, ils sont très nombreux. Regarde comment ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et le gouvernement américain aime ce discours-là, qui les justifie de ne pas s'engager et qui répète dans les médias qu'ils leur prennent de bonne foi en pensant que c'est sérieux. Mais en fait, ça fait... au début de la guerre, ces mêmes analystes-là prédisaient que l'Ukraine ne durerait pas plus que 3 jours, une semaine, quelque chose comme ça. Et l'effondrement ukrainien est toujours imminent. Et ça fait 3 ans et demi que l'effondrement ukrainien est imminent. Alors, à un moment donné, comment est-ce que tu évalues la qualité d'un analyste? Ben, à la valeur de ses prédictions. Et pour le moment, la valeur des prédictions est absolument nulle. Et il y a même un débat là, entre analystes dans le milieu diplomatique sur l'échec en fait, des analystes militaires américains. Et ce que ça signifie aussi pour la puissance militaire américaine, si leurs analystes sont si mauvais, comment est-ce qu'ils peuvent prévoir comment ils vont se comporter s'ils étaient en guerre contre les Chinois ou contre les Iraniens ou quoi que ce soit? Ça jette un gros doute sur tout l'appareil militaire américain aussi. Ben, effectivement, parce que si personne n'a le super pouvoir de deviner l'avenir, eh ben, le succès revient à celui qui sera surpris le moins longtemps. Et pour ça, ben, ça prend des analyses, des prédictions. Il faut voir venir les choses de manière adéquate. Et comme c'est là,
Ça semble pas trop le cas. Philippe Gauthier, c'est toujours un grand plaisir de t'écouter. Merci de partager tes connaissances et ta passion surtout. Très, très hâte de te reparler dans 2 semaines. Passe une belle journée. Oui, merci, à bientôt. Merci, au revoir. 8h27 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio